Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Gérard, tu es psychanalyste et réalisateur. Si je t'ai invité, c'est parce que tu as beaucoup pris la parole depuis le début de tout ce qui est en train de se passer en Israël-Palestine depuis samedi, les actions terroristes. Moi, je dis le mot et ça sera d'ailleurs l'objet de ma première question du Hamas en Israël et derrière la riposte de l'État d'Israël, notamment en faisant un blocus complet, ou je ne sais plus l'adjectif qui a été utilisé par le gouvernement israélien, autour de la bande de Gaza. Est-ce que toi, justement, tu qualifies ce qui s'est passé de samedi d'attaque terroriste? Puisque c'est un enjeu aujourd'hui à gauche, avec notamment la France Insoumise qui ne veut pas trop dire ne veut pas utiliser ce terme de terroriste, qui préfère utiliser le crime de guerre. Alors, on sait bien que l'affiche rouge qui dénonçait des résistants parlait d'eux comme des terroristes. On sait bien que c'est un classique même, que des régimes dictatoriaux ont appelé terroristes des gens qui les combattaient de la façon la plus juste qui soit. Cela dit, parler aujourd'hui de terrorisme pour désigner un certain nombre d'actes, c'est pas seulement une bonne idée, c'est indispensable. Ça qualifie ces actes justement pas comme des actes de résistance. Et donc, c'est pas parce que le mot de terrorisme a été utilisé évidemment à tort et à travers dans l'histoire qu'on ne doit pas qualifier le fait d'aller chercher des gamins qui dansent et de les tirer à la mitraillette d'actes terroristes, d'aller chercher des femmes, des hommes, des grands-mères, puisqu'on évoque notamment l'image de ces grands-mères, et de les prendre en otage. On ne va pas appeler ça des actes terroristes. Alors à ce moment-là, disons qu'il n'y a plus de terreur, qu'il n'y a plus d'actes à différencier. Non, ce ne sont pas des actes, qu'est-ce que je vais dire, des actes de guerre classiques. Alors évidemment, les gens parfois disent « mais il n'y a pas de guerre propre ». C'est très vrai, il n'y a pas de guerre propre. Et même dans les mouvements de résistance, je dirais les plus dignes, il y a toujours des exactions et pourquoi pas même dire des abominations. Mais ce n'est pas une raison pour perdre le nord et ne pas savoir qualifier l'inqualifiable. Et donc, l'utilisation du terme de terrorisme est une utilisation tout à fait nécessaire. Mais tu comprends l'argumentaire de ceux qui ne veulent pas utiliser ce terme, ou bien tu fais comme d'autres dans le champ politique notamment, qui disent bah non, mais c'est absolument scandaleux en fait que de ne pas vouloir utiliser le mot de terrorisme pour qualifier ce qui s'est passé samedi. Je préférerais qu'on ne soit pas dans une bataille d'expression et de termes. Mais c'est trop tard, on est dedans. La scène où telle éminente dirigeante de la France insoumise consomme, sans doute de façon autoritaire, de dire le mot terrorisme et qui refuse de le dire. Enfin, ça devient d'un grotesque absolu par rapport à la réalité. Donc je pense que ceux qui ne souhaitent pas parler de terrorisme, c'est qu'ils veulent évidemment évoquer le contexte. Et évoquer le contexte, c'est indispensable. Qui peut dire le contraire? La question n'est pas là. La question, c'est d'abord de qualifier les actes. Et de les qualifier, si j'ose dire, d'emblée. J'évoquais dans une autre interview le fait qu'il y avait, c'est l'expression m'est venue, la phobie du premier paragraphe. Notamment chez certains de la France insoumise. Le premier paragraphe, dans certains cas, c'est effectivement un paragraphe où vous vous retrouvez d'accord avec quasiment la terre entière. Bon. Après le Bataclan, le premier paragraphe, c'était de désigner absolument ces actes comme monstrueux et pas de nuancer le moins du monde, ce que d'ailleurs personne, quasiment à ma connaissance, en tout cas publiquement, n'a fait. Le premier paragraphe, il est donc essentiel. Et quand vous êtes un mouvement révolutionnaire ou un mouvement contestataire, je comprends très bien que vous avez envie d'arriver au deuxième paragraphe, à celui qui va enfin évoquer le contexte, évoquer la responsabilité du gouvernement d'extrême droite israélien. Je comprends bien ça, mais on ne peut pas oublier le premier paragraphe. Et ce n'est pas simplement une question de précaution oratoire. Il y a une temporalité indispensable en politique. C'est même pas seulement le moment du deuil, comme on dit souvent, ou le moment de la compassion, c'est
caractériser les faits. Ce sont des faits abominables, monstrueux et terroristes. Ce sont des faits qui ne sont pas des actes de résistance. C'est indispensable de le dire pour justement pouvoir évoquer la suite, pour évidemment dire que le gouvernement israélien est un gouvernement criminel, que la façon dont on traite les Palestiniens est absolument indigne, et même ajouter que, incontestablement, ce qu'on appelle la conscience universelle, l'émotion publique, est sans doute beaucoup plus forte lorsqu'il s'agit des Israéliens que des Palestiniens. Évidemment qu'on peut aussi dire ça. Évidemment qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu, par rapport à ce que les Palestiniens subissent depuis si longtemps, une émotion comparable à celle qu'il y a actuellement à propos des otages et des morts israéliens. Mais il n'empêche que cette émotion pour les morts et les otages israéliens, c'est une les blessés évidemment et les familles endeuillées, enfin bon, c'est une émotion absolument légitime et indispensable. Pour autant, tu as parlé d'actes de résistance. Moi, hier, j'ai parlé un tout petit peu de moi, mais hier, j'étais sur le plateau de BFM et en sortant de ce plateau, où j'ai souvent rappelé exactement ce que tu dis, j'ai des amis qui sont très engagés dans la cause palestinienne et qui m'ont dit mais c'est pas possible, la population palestinienne a le droit de tout faire au nom justement de cette résistance. Et qui sommes-nous finalement pour juger la façon dont résistent les Palestiniens? Sous-entendu, si ça passe par la branche armée du Hamas qui prend des otages et qui tue des enfants, dont acte, c'est comme ça. On peut pas juger. Qu'est-ce que tu as à leur dire à eux? Est-ce que, genre, du coup, mais parce que moi, je me pose la question moi-même, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui ont ça, en fait, ou c'est ce qu'a dit aussi le NPA, c'est le communiqué de presse du NPA qui dit ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire, en fait? Tu les exclus, t'arrêtes, tu te dis, bon, vous, je vous parle plus parce que vous avez perdu tous vos principes, ou tu leur dis quoi? La question, qui sommes-nous? Je dirais d'abord, nous sommes des êtres humains qui essayons de garder en nous ce qu'on appelle l'humanité. Et donc, à la phrase « peut-on tout faire à partir du moment où on est opprimé, exploité, éventuellement, évidemment, massacré ?» La réponse est non. La réponse est non. Ça veut dire que si l'avenir de la victime, c'est de ressembler à ses bourreaux, alors en effet, il n'y a plus ni bien ni mal, et nous sommes au-delà de l'humanité. Donc c'est très important de comprendre que, on va dire, c'est beaucoup plus facile quand on ne subit pas ce que subissent les Palestiniens. Certes, c'est plus facile, bon. Mais nous avons, si j'ose dire, une mission commune, les êtres humains. Et ce qu'il faut affirmer, c'est que l'horreur que l'on subit ne nous autorise jamais à faire de même. Alors, j'ai évoqué les résistants français que j'ai connus, j'ai évoqué mon propre père qui a été résistant, et en tout cas tous les résistants que j'ai connus, aucun d'entre eux n'aurait torturé un ennemi, n'aurait mitraillé des jeunes en train de danser, n'aurait violé une femme, ne serait conduit comme les nazis se conduisaient eux-mêmes. Donc la résistance, ça n'est pas de se conduire comme son bourreau. Quand on résiste, c'est essentiel de se dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne s'autorise pas, sauf à ressembler à son oppresseur, à son bourreau. Et donc, je ne vais pas une seconde minimiser ce que subissent les Palestiniens. Mais si la conséquence est de se conduire comme le Hamas, alors tout est perdu pour l'être humain. Est-ce que je pourrais ajouter que ce que fait le Hamas, c'est quand même ce qu'il pouvait y avoir de pire, non seulement pour les Israéliens, mais pour les Palestiniens. Quand vous faites de la politique, et y compris quand vous menez des actes guerriers, il y a quand même l'idée que l'avenir, à un moment donné, s'éclaircisse. On voit que de commettre ce type d'acte, c'est effectivement enfoncer un peu plus dans l'horreur son propre peuple. Et donc c'est ça d'ailleurs la situation folle au Moyen-Orient. C'est que les Israéliens ont le pire à leur tête, et les Palestiniens ont le pire à leur tête. Parce qu'en effet, le Hamas a été élu, il y a maintenant belle lurette, mais enfin, je ne doute pas qu'il soit majoritaire. Je n'en doute pas. Et tous ceux qui connaissent mieux que moi la situation disent que le soutien à Gaza, au Hamas, est quand même très important. Et je ne doute pas non plus que Netanyahou a été élu avec sa bande de fascistes, d'orthodoxes
délirants et compagnie. Donc on est dans une situation où des deux côtés il y a le pire. Toi, en tant que Français, en tant qu'homme de gauche, à quoi est-ce qu'on peut s'employer aujourd'hui? À appeler la paix, à appeler un cessez-le-feu, comme le proposent plusieurs courants, plusieurs mouvements de la gauche? Est-ce qu'il faut... tu vois, là, par exemple, on est pris entre... hier soir, il y avait la manifestation qui était organisée par le CRIF en soutien je cite le communiqué de presse, en soutien à Israël et au peuple israélien. Demain, jeudi, à 18h, il y a une manifestation place de la République en soutien au peuple palestinien. On est condamné, en fait, à choisir l'un ou l'autre, à faire les deux. Enfin... Écoute, moi qui ai été un militant gauchiste, moi qui suis juif, lorsque, aux alentours de mai 68, j'étais dans la rue, j'ai tout de suite rejoint ce qu'on appelait à l'époque les comités Palestine. Et j'ai donc eu le sentiment que ça allait de soi, quand on était de gauche ou d'extrême gauche, de soutenir évidemment les Palestiniens. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Ce qui me semble simplement, c'est que maintenant, une fois posées les choses clairement, comme on l'a fait dans la première partie de notre entretien, sur ces actes absolument injustifiables, on peut réfléchir au contexte et peut-être se dire qu'incontestablement, il y a quand même eu, je ne dirais pas de mon côté, parce que chaque fois que j'ai pu prendre la parole, je l'ai dit, il y a quand même eu une petite, qu'est-ce qu'on veut dire, indulgence avec le gouvernement israélien. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'a pas été à la hauteur, dans la gauche française, de la critique des fascistes israéliens, le soutien au peuple palestinien, donc ça va, ça fait partie du contexte. C'est évident qu'il y a quelque chose qui est une défaillance, et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé épouvantable l'accusation d'antisémitisme contre un certain nombre de ceux qui tentaient, tant bien que mal, de soutenir le peuple palestinien et de dire que c'était des fascistes absolus au pouvoir en Israël, et que l'occupation de la Cisjordanie, la négation même du peuple palestinien, moi je fais des débats avec un certain nombre de députés ou de ministres israéliens qui t'expliquent que le peuple palestinien n'existe pas de toute façon. Donc enfin, on est dans une folle dinguerie criminelle. On peut peut-être se dire que c'est le moment de s'intéresser un peu plus aux sœurs des Palestiniens, de comprendre comment effectivement on en est arrivé là, et comment on est arrivé là parce que, je ne dis pas que c'est le moment tournant, mais l'assassinat de Rabin, c'est quand même l'assassinat, rappelons-le pour les plus jeunes, d'un ministre israélien par un fasciste, un type d'extrême droite israélien également. Ça a été un moment où effectivement, et ce type, cet assassin de Rabin, est aujourd'hui un héros pour une grande partie, non seulement des militants de base de l'extrême droite israélienne, mais également de ministres. Il y a des ministres qui donc soutiennent l'assassin de Rabin. Donc c'est peut-être le moment, quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est condamné à être d'un camp ou de l'autre, je ne le crois pas. Je crois qu'on peut en effet tenir ferme sur le fait que les Palestiniens ont été martyrisés, qu'ils ont droit à une vie saine dans des frontières sûres, et que par ailleurs, c'est très important aussi de le dire, les Israéliens ne sont pas un bloc monolithique. La majorité peut-être a voté pour ces épouvantables tyrans, mais il y a dans la société israélienne, qui reste tant bien que mal une société démocratique, mais c'est pas sûr qu'elle le reste avec ces fascistes, qu'il y a un certain nombre de gens qui méritent parfaitement le respect et qui tentent d'ailleurs de dialoguer, de manifester avec les Palestiniens. Et oserais-je rappeler, mais j'ai l'impression que c'est tellement vain que les jeunes gens, j'allais dire les gamins, bon, n'exagérons pas, que les jeunes gens de la rave party étaient là pour la paix. C'est-à-dire que ça se trouve, c'était des gauchistes. En tout cas, évidemment, c'était pas des colons, c'était en tout cas des jeunes gens qui avaient certainement manifesté contre l'actuel gouvernement. Enfin, tout ça est à pleurer. Juste une dernière question à partir d'une remarque que j'entendais dire par Bertrand Badi hier. Bertrand Badi disait le problème, c'est que tout le monde a abandonné la lutte pour la dignité du peuple palestinien, premièrement, mais deuxièmement, a abandonné même l'idée, en fait, qu'il puisse y avoir une solution pour la solution au Proche-Orient. Il rappelait que la dernière fois que
l'Occident en fait avait fait une proposition, c'était la déclaration de Berlin en 1999, que depuis Walou, enfin, que tout le monde avait plus ou moins abandonné la solution à deux États, dans la mesure où, quand on regarde aujourd'hui les frontières actuelles et réelles de la, enfin, à la fois de la Palestine et d'Israël, bon bah c'est absolument n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas imaginer une solution avec deux États qui seraient des confettis, enfin, notamment la Palestine qui serait des confettis. Donc il y a la solution à un État, mais enfin personne ne comprend vraiment quels sont les voies et moyens en fait pour aboutir à cette solution à un État. Donc il n'y a plus de solution. C'est-à-dire que la communauté internationale qui avait posé le problème en 1948 en disant bon ben voilà, on pose cette situation de fait de façon plus ou moins concertée, puis après hop, elle a abandonné le sujet, et là j'ai l'impression qu'on est condamné aussi à ne pas. C'est au-delà en fait de la lutte pour la dignité du peuple palestinien, qui est bien sûr indispensable, c'est qu'il n'y a plus d'horizon en fait possible. Alors, attention, parce que les frontières, on va dire d'avant 67, c'est-à-dire d'avant l'annexion de la Cisjordanie, ces frontières, objectivement, elles existent toujours, et elles existent même toujours pour la communauté internationale. La Cisjordanie est occupée. C'est pas parce que des milliers et des milliers de colons se sont installés, qu'ils ont pris des maisons, qu'ils en ont construit d'autres, que pour autant la Cisjordanie n'est pas occupée. Et donc ce qui est terrifiant, c'est qu'évidemment l'étape d'après, c'est l'annexion pure et simple de la Cisjordanie. Mais enfin, une occupation qui dure depuis 60 ans, enfin un peu moins de 60 ans. 60 ans. Oui, un peu moins, mais ça fait quand même long. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ça devient un état de fait. Non, mais bien entendu, on va approcher des 60 ans de toute façon, puisque c'était 67. Ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, et plus notamment des actes aussi inqualifiables que ceux du Hamas se produisent, et plus on se rapproche du moment où tout le monde considérera que la Cisjordanie est bien évidemment israélienne. Bon, moi, je tiens bon sur le fait qu'il y a un peuple palestinien et qu'il faut aussi un pays pour les Palestiniens. Bien, c'est sur ces mots importants qu'on s'arrêtera. Merci beaucoup, Gérard.